Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'Artémisia. Cette plante est efficace contre le paludisme. Maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. De l'Artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme. 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Bonjour, c'est Bidon, bienvenue à Focus. Oui, une manière pour nous de lancer ça permet comme ça Je suis d'abord très admiratif des lieux parce que c'était un lieu mythique pour mon enfance. C'est ici qu'on prenait les bus pour aller au village. Et c'est des Blancs qui avaient des petites compagnies. Un peu de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Et le bâtiment est très plaisant. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour, surtout bienvenue à votre programme Focus Politique. Vous l'avez remarqué, ce jour, nous recevons un homme qui aura marqué de son empreinte sur l'espace politique camerounais, c'est Saint-Éloi Bidon. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique après avoir claqué la porte au RDPC. Avec lui, nous allons surfer sur les vagues de la décentralisation afin de comprendre quelles sont les avancées de ce système étatique au Cameroun. Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre la pause actuelle qui nous conduit vers M. Christian Essimi. Ambiance des plus ordinaires, ici dans la cité capitale du Cameroun. Populations et autorités publiques vaguent tranquillement à leurs occupations dans un contexte d'attente multiples formulées à l'endroit du président de la République. Celui-là même, dont le dernier séjour européen aura suscité de nombreuses interrogations relativement aux nombreux scandales perpétrés par son gouvernement, massivement impliqué dans le scandale Covid-Gate. Plusieurs semaines après son retour, donc rien pour ce qui concerne ces sujets, le président de la République s'est plutôt déporté sur d'autres problématiques, notamment la tenue du sommet CEMAC, ici même à Yaoundé, dont il aura présidé. Et donc, voici un des extraits de son discours de ce jour. Cette crise a engendré au plan planétaire des conséquences humaines, économiques et sociales d'un impact jamais égalé. La récession mondiale de 3,3% enregistrée en 2020 n'a pas épargné nos pays. L'extrême pauvreté et les vulnérabilités ont rejailli brutalement dans notre espace sous-régional. L'atteinte des objectifs de développement durable en 2030 est aujourd'hui fortement compromise. Après ce sommet, donc, plus grand chose à se mettre sous la dent. Le président de la République s'est enfermé dans un silence incompréhensible de la part de ses concitoyens, lesquels continuent de scruter l'horizon en attente justement des réponses précises de sa part pour régler définitivement le problème Covid-Gate au Cameroun. Un problème qui, jusqu'ici, reste d'actualité et continue d'animer les conversations. Merci. C'est vous. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau avec notre invité très bien installé. Nous disons merci à Christian Essimi pour cette pause actu. Je vous suggère, monsieur Bidon, puisque vous êtes notre invité de ce jour, de faire aussi cette pause actu en commentaire. Quel est votre regard sur les voyages répétés du président de la République, son Excellence Paul Biya? Je suppose, Ahmed Donald, que vous pesez le poids des mots. Vous avez dit des voyages répétés. Et je ne voudrais pas être l'avocat
du président Biya, mais autant que je me souvienne, c'est depuis 2019 qu'il n'est pas sorti. Et ça n'annule pas les autres voyages. C'est vrai qu'il est... Je voudrais quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ces voyages. Et je note quand même en passant que depuis 2019, il n'est pas sorti du Cameroun. Il a demandé, il est allé pour un court séjour. C'est vrai, le court séjour est devenu pratiquement un long séjour. Parce que quand un chef d'État met 30 jours à l'extérieur, c'est un long séjour. On finit par penser que le pays n'est pas gouverné. Mais on pourrait reconnaître que le président a fait attention à ce que disent ses compatriotes. Parce que les voyages répétés du président à l'époque étaient commencés à être dérangeants. Dérangeants parce que quand un président n'est pas là, beaucoup de choses peuvent être faites et mal faites. Alors, mesdames et messieurs, le programme c'est Focus Politique sur Focus Média Afrique. Vous l'avez constaté dans son premier jet, c'est bien l'homme, Saint-Éloi Bidon. Il faut rappeler qu'il est désormais président d'un parti politique qui se nomme déjà, vous nous rappelez? Le PDPC, le Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Des pauvres du Cameroun, pourquoi des pauvres? Pour la simple raison que j'ai essayé de faire les statistiques. Je me suis rendu compte que 1% de Camerounais maîtrisent 99% de la fortune publique. Et ça, c'est grave. Ça fait qu'au passage, ils produisent pas des riches, ils produisent des pauvres. Alors, j'invite tous les Camerounais qui se sentent concernés par les 99% à se mettre avec moi pour qu'on renverse la courbe, qu'il y ait 99% de riches se partageant la richesse et qu'il y ait peut-être 1% de pauvres. D'accord, allons sauver la cause des pauvres avec le parti de Saint-Éloi Bidon. Nous allons rentrer de plein pied dans le sujet qui nous intéresse ce jour. Saint-Éloi Bidon, d'après vous, c'est quoi la décentralisation? La décentralisation, pour mieux la définir, il faut d'abord partir du fait que c'est un mode organisationnel de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des États, l'État centralisé, il y a l'État fédéral et il y a l'État unitaire décentralisé. C'est-à-dire que l'État accepte de se départir d'un certain nombre de compétences qu'il concède à d'autres collectivités territoriales moins importantes en grandeur et en pouvoir, mais plus proches des populations. La décentralisation vient donc résoudre le problème réel de développement des collectivités territoriales décentralisées. À bien vous écouter. Non, elle vient permettre à l'État de connaître les problèmes de chaque endroit. Et la commune et l'État. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont des compétences dévolues à la commune. C'est-à-dire que l'État se dessaisit d'un certain nombre de compétences. S'il faut faire un puits ici à Lezoa, là où nous sommes, il ne va pas falloir attendre que le Minepat vienne signer un partenariat avec le ministère des Travaux publics qui lui aussi ira signer avec une société de construction. C'est trop long. Et ce n'est pas sûr que ça arrive. Et quand ça arrive, les gens sont morts. Or, là maintenant, c'est la commune qui descend au niveau des populations pour leur dire quels sont vos besoins. Et dès qu'ils connaissent les besoins, on programme les financements nécessaires et la commune exécute. Bien, rentrons donc dans la régionalisation. Nous savons que le président du conseil régional, qui est le premier ministre, est celui-là qui non seulement se rassure de l'effectivité de la décentralisation au niveau des conseils régionaux, mais aussi qui assure l'évaluation des chantiers de ceux-ci. Est-ce qu'il n'y a pas, ils ne se marcheront pas sur les pieds, commune, conseil régional et puis Premier ministre en termes de pouvoir et en termes d'autorité?
C'est pour ça que j'ai souvent dit que le processus de décentralisation au Cameroun, ceux qui veulent me croire vont me croire, est un gros échec. La Constitution de 1996 a prévu la mise sur pied d'un certain nombre d'institutions de nature à accompagner le processus de décentralisation. Et entre 1996 et 18 janvier 1996. 18 janvier 1996 et 2013, où on a mis sur pied une structure comme le Sénat, qui est censée accompagner le processus de décentralisation. Vous voyez que beaucoup d'eau a coulé et puis beaucoup de désordre s'est installé, et beaucoup de mauvaises habitudes. Et le Sénat est quand même né. Et par ruse politique, je prends ça comme ça, le président Biya a une intelligence largement au-dessus de la moyenne et suffisamment rusée pour pouvoir embarquer tous les Camerounais dans sa ruse. Et c'est 25 ans après. Donc le président Biya, si on vous comprend bien, 24 ans après, applique une politique de ruse pour ces populations. Il est essentiellement plus rusé que tout le monde. Ben, maintenant que c'est effectif quand même, il faut le dire, quels peuvent être les enjeux de la décentralisation dans le contexte sécuritaire actuel qu'on peut observer du côté des régions nord-est et sud-ouest du pays? Vous savez, la mise sur pied des régions est venue compliquer énormément les affaires. Et il est incontestable aujourd'hui que ce que nous vivons dans le sud-ouest et le nord-ouest est une contestation forte de la forme de l'État, une contestation forte de la durée du président Biya au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. La décentralisation n'éternise quand même pas le président au pouvoir. Non, vous voyez, il a attendu 24 ans pour venir mettre sur pied une institution qui aurait dû exister depuis, qui aurait dû se familiariser avec les hommes, mais on a attendu que la révolte s'installe pour venir mettre la cerise sur le gâteau. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour revenir à la question fondamentale, les enjeux, quels peuvent être donc les enjeux de la régionalisation aujourd'hui avec ce qu'on voit à l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest, et qui est même en train d'entrer du côté de l'extrême nord. On se souvient qu'il y a quelques jours encore, c'était en date du 10 août, des affrontements musclés de ce côté entre des frères. On parlait des affrontements interethniques. Est-ce que le processus de décentralisation peut permettre qu'en réalité, les populations vivent en paix? Je ne pense pas. La décentralisation a été très mal menée. Elle a été très mal menée. On a utilisé la technique du cuir tanné. On a laissé pourrir les choses. Et maintenant, on voudrait les rattraper. Et le président de la République, c'est lui qui est à la tête du pays. C'est lui qui organise l'État. C'est-à-dire qu'on voudrait maintenant rattraper des choses qu'on a laissées pourrir pendant 24 ans. Si les régions avaient existé depuis 1996, je ne pense pas que les sécessionnistes auraient voix au chapitre. Parce que la décentralisation a été taillée à la mesure de ceux qui gouvernent. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, nous avions des communautés urbaines et nous avions des communes d'arrondissement. Les rapports n'étaient déjà pas chaleureux pour la simple raison que les délégués du gouvernement étaient des individus sortis de nulle part qui avaient la grâce d'un décret et qui ne croyaient qu'en une seule personne, celui qui les a nommés, c'est-à-dire le président de la République. Le Code général de la décentralisation n'a pas défini les mécanismes de collaboration entre les conseils régionaux et les communes d'arrondissement. Est-ce un jeu mécanique horizontal ou alors un jeu vertical? Voilà, ce n'est pas défini. La deuxième chose, les mairies
les maires des villes se comportent comme étant les patrons des autres. Ça se voit aujourd'hui avec des conflits les conflits ouverts entre le maire de la ville et les maires des communes. Justement, parce que le code de la décentralisation ne définit pas de manière claire les compétences des uns et des autres. Ça fait qu'on se retrouve avec des conflits. Vous avez vu le cas de Yaoundé, où le maire de Yaoundé 6 a essayé de construire des marchés. Le maire de Yaoundé est venu casser parce qu'il estime qu'il est le propriétaire foncier et il n'y a pas de mécanisme de collaboration qui sont définis. Le conseil municipal reste la seule instance puisque tous les maires d'arrondissement sont membres du conseil municipal de la grande commune, mais c'est une instance qui est très faible parce que compte tenu de la manière dont elle est gérée, le maire, super maire de la ville estime qu'il n'a pas de compte à rendre au petit maire. Au petit maire. Et ça crée donc des problèmes. C'est-à-dire que le maire de la ville n'a aucun cadre de concertation formelle avec les autres maires d'arrondissement pour établir ensemble le plan de la ville de Yaoundé, par exemple. Donc les maires d'arrondissement subissent d'apprendre que les caterpillars de la mairie sont dans sa ville, son unité de commandement. Pour rester dans votre propos, c'est une loi bidon. Est-ce qu'on peut parler des avancées aujourd'hui en matière de décentralisation? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'elles sont palpables? Non, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée si vous considérez que 24 ans après la mise d'une constitution, 24 ans après, on met sur pied les conseils régionaux. Si on veut considérer que c'est une avancée, moi j'ai dit c'est une reculade énorme parce que ça permet... oui, parce que chez certains, il paraît qu'on a avancé. Il ne faut pas flatter le président. Déjà, ceux qui veulent flatter le président, s'il veut se laisser flatter, c'est son problème. Mais mettre sur pied une institution majeure, capitale, dans un processus, 24 ans après sa création, je dis, je ne suis pas de ceux qui vont applaudir. D'un, de deux, et il y a des choses, des instruments qui doivent accompagner le processus de décentralisation. Où est-elle la fonction publique communale? Elle est où? Peut-être dans le processus en cours, le président de la République pense à l'implémenter. Bon, mais j'espère que comme il est rentré... Je ne vais pas aller dans une boule de cristal. Moi, je voudrais donc dire que j'espère aussi que comme il est rentré, après le long court séjour, appelons ça comme ça pour ne pas être taxé de jaloux, de mauvaise foi, appelons ça comme ça, qu'il a apporté des réponses à toutes ces questions. Je voudrais quand même vous dire que dans l'élaboration du Code général de la décentralisation, M. Elango Bam était président de la commission de rédaction du Code, que M. Adluc Messiatangana, qui est super maire, était secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation, que M. Maïna Marcel, Maïna Anatole, qui est secrétaire général du ministère de la fonction publique, ce n'est pas par hasard, était membre de cette commission. Donc, je considère toujours qu'il y a eu un délit d'initié parce que c'est des hommes qui savaient que le président allait leur demander d'aller donc implémenter la décentralisation, ce qu'ils ont créé en fait. Et ils y sont allés et j'ai dit que les résultats sont là. Les conflits, on ne vit que des conflits permanents entre les super maires et les maires d'arrondissement. Bientôt, les conseils régionaux sont déjà entrés en fonction. On va donc vivre des conflits entre les communes
et maintenant les conseils régionaux qui voudraient se comporter comme étant les patrons des maires. Bien, Saint-Éloi Bidon, nous, on ne va pas se comporter comme étant les patrons de cette chaîne de télé parce que cette touche pause nous permet de faire un tour et revenir prendre les questions de la semaine si vous en avez convenance. Je n'ai pas d'objection. Retour sur ce plateau Focus Politique qui se veut d'ailleurs très chaud avec un invité de marque. Il s'agit de Saint-Éloi Bidon. Nous allons donc prendre, Monsieur Bidon, les questions de la semaine. Voici pour vous la première question. Saint-Éloi Bidon, est-ce que vous regrettez d'être parti du RDPC? Bien, Monsieur Bidon, voilà donc un téléspectateur qui voudrait savoir, il faut dire que vous avez été un acteur majeur de la politique au sein du RDPC. Après tout ce temps, aujourd'hui vous êtes président du parti politique. Regrettez-vous votre passage de ce côté? Malheureusement, je suis de ceux qui pensent, comme m'a dit un père du RDPC, il m'a dit que j'étais un incompris. Un incompris. Et je n'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait pour le rayonnement du RDPC, mais je ne regrette pas d'être parti. Parce que je suis parti au moment où beaucoup se posaient la question de savoir ce que je faisais encore là-dedans. N'est-ce pas à cause de la sanction qui a pesé sur Saint-Éloi Bidon qui aura concouru à ce qu'il parte définitivement du parti? Non, je ne suis pas parti du RDPC. On m'a chassé du RDPC. On m'a exclu. Ah, là c'est mieux. Vous m'auriez peut-être posé la question de savoir si je ne voulais pas partir. Je vous dirais que je voulais déjà partir parce que je ne me retrouvais plus, je ne me reconnaissais plus. Dès que le secrétaire général actuel a pris les rênes du parti, le RDPC est devenu une grande foire à larron, marché où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Et je n'avais plus ma place au RDPC et je n'y retournerai pas. On prendra donc la seconde question. Saint-Éloi Bidon, bonjour. On sait que vous êtes un ancien membre du parti au pouvoir, le RDPC. Aujourd'hui que vous avez mis votre formation politique sur pied, nous voudrions bien savoir quelle est l'offre politique que vous proposez aux Camerounais. Bien, M. Bidon, voilà une question qui semble vous embarrasser. Vous savez qu'au Cameroun, il y a plus de 100 partis politiques déjà. Un parti de plus, qu'est-ce que le parti qui milite déjà pour la cause des pauvres peut apporter de nouveau? Non, le parti que j'ai l'insigne honneur de présider va apporter beaucoup de choses nouvelles. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, les gens ont l'habitude de me dire que je suis très courageux, en termes de courage. Bon, les gens disent de vous-même, qu'est-ce que vous dites de vous à ce sujet? Vous ne pouvez pas être sur le terrain en train de jouer et en train de voir comment vous jouez. Ce sont ceux qui vous voient jouer qui vous disent. Donc, le courage, j'en ai à revendre. J'apporterai, je développerai des idées nouvelles, celles que beaucoup de Camerounais peuvent développer ou auraient voulu développer, mais qu'ils n'ont pas eu le courage de développer. Nous allons prendre, mesdames et messieurs, le chiffre. Le chiffre de ce jour est 3 milliards de francs CFA. C'est le budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 pour la région du Centre. Est-ce qu'un tel budget peut permettre de développer la région du Centre, pour ne citer que cette région en guise d'exemple? Tout à fait. Ce n'est pas des millions, on ne parle pas des millions, on parle des milliards. Et 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est beaucoup. Si on parle de 1000 fois 3. Hein? 1000 fois 3. C'est 1000 millions. Donc il y a 3000 millions. Mais est-ce que vous savez, les gens pensent que c'est quand on aura beaucoup d'argent qu'on va réaliser des choses. 3000 milliards, c'est le budget, c'est pratiquement
3 000 millions. 3 000 millions, vous voulez dire. Passons par de 3 milliards. 3 milliards. Oui. 3 milliards. C'est pratiquement le budget des petits ministères. Mais Saint-Éloi, Bidon, quels sont les mécanismes de contrôle de la gestion de ce fonds-là? Mais les mécanismes sont connus. C'était le budget de la région, fait partie du budget de l'État. Donc, il y a toutes les institutions en charge des contrôles de gestion de l'argent public. Donc, les communes, les conseils régionaux sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Donc, ils devront, plus que par le passé, être observés ces règles. Sinon, l'épervier peut reprendre de l'envol à tout moment. Et ce n'est toujours pas plaisant d'avoir affaire à l'épervier quand on a déjà un certain âge. D'accord. Merci, nous avons très bien compris. Saint-Éloi Bidon, nous arrivons là au terme de cette émission. Nous vous remercions d'être passé à Focus Média Afrique pour le programme Focus Politique. Nous aimons l'appeler l'émission d'élite. C'est moi qui vous remercie parce que je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous suivent que le concept est nouveau et il est novateur. Et je ne peux que vous encourager à continuer. Mesdames et messieurs, le programme s'achève. C'était Focus Politique. Merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous pour une autre sortie. D'ici à là, portez-vous bien.